Désolé, et la parole est à vous, professeur Aziz. On reprend, Pas de- on est vraiment désolé pour vous, Ostella. Non, non, il n'y a pas de problème. Je reprends avec grand plaisir. Donc, Allez-y. on disait comme quoi beaucoup de patients jeunes en Ramadan, vous avez vu les chiffres de l'étude d'Armena, presque 90% des patients ont jeûné le Ramadan, c'est une évidence par décision personnelle. Donc, quels sont les risques du patient diabétique? Quels sont les risques du jeûne? Vous les connaissez classiquement, l'hypo et l'hyperglycémie, l'acidocétose, la déshydratation, la thrombose. On en parlera la semaine prochaine où je vous présenterai les études sur les risques. Qu'est-ce qu'on a vu, nous, en admission en urgence au CHU durant le Ramadan? On voit beaucoup d'hypoglycémie, mais beaucoup d'hyperglycémie. Des patients qui arrêtent les traitements, qui sautent les injections, qui diminuent trop les traitements, qui ne se concertent pas avec les médecins. Donc, c'est vraiment l'adaptation thérapeutique à faire avec son médecin traitant pour jeûner avec sécurité, puisque comme on a vu, 80%, 89% des patients jeûnent en Ramadan. Donc, concernant l'hypoglycémie, rappelons-nous que l'hypoglycémie peut être de niveau 1, en dessous de 0,7, mais de niveau 2, c'est plus sérieux, en dessous de 0,54, ou être sévère avec trouble de conscience ou nécessitant l'aide d'une tierce personne. Ces hypoglycémies sévères font l'objet d'admissions chez nous aux urgences en Ramadan, qui sont vraiment compliquées à gérer, puisque c'est un séjour en réa, un transfert en endocrino, etc. Ce sont des patients qui ont jeûné avec des traitements pourvoyeurs d'hypoglycémie sans adaptation et sans concertation par le médecin. Donc, c'est rien que pour toucher le mot que les patients vont jeûner, ils jeûnent, à moins que le patient vous le dise clairement qu'il ne veut pas, il faut les accompagner au moins que ça sorte, leur donner l'adaptation, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, les facteurs de risque d'hypo, vous les connaissez, c'est l'utilisation d'insuline, de sulfamide, de glinide. Ce sont ces patients-là, ces trois catégories de patients, il faut faire très attention. Les maladies rénales chroniques ou insuffisance hépatique, les diabètes anciens, quand on dit diabète ancien, c'est supérieur à 10 ans, patients âgés, supérieur à 70 ans, fonction cognitive altérée, quelqu'un qui n'est pas très éveillé, attention. Les hypos non ressentis, nous, ça ressort à chaque fois dans nos études, quelqu'un qui ne ressent pas l'hypoglycémie, en Ramadan, il est à risque. Bien sûr, toute altération qui est physique ou intellectuelle qui peut altérer la réponse à l'hypoglycémie et bien sûr consommation d'alcool, plurimédication. En Arabie Saoudite, il y a eu une étude prospective qui a été menée en 2019 sur 2 ans. C'est intéressant de voir sur 360 patients diabétiques type 2, ils ont évalué le risque. À l'époque, il n'y avait pas la catégorie de risque qu'on a maintenant. Donc, c'était le risque d'avant, de l'ADA. Vous vous rappelez, il y avait faible risque, haut risque, très haut risque. Donc, 80% des patients d'T2 à haut risque ont jeûné le Ramadan. Donc, quel que soit le risque, les patients jeûnent. Et bien sûr, puisqu'ils sont à haut risque, regardez le taux d'hypoglycémie. Une personne sur 4 va faire au moins une hypoglycémie en Ramadan. Donc, ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est une évidence. D'accord, ça c'est des études surtout avec M. Hassanin qui a beaucoup travaillé sur le diabète et Ramadan. Donc ça nous montre la gravité du problème et donc les adaptations nécessaires. Alors, ces personnes, encore très intéressant dans cette étude, on a regardé les heures d'hypoglycémie et c'est surtout les 2 heures avant le phtor. Et vous allez le voir, vous avez déjà vu sûrement avec votre pratique quotidienne que les patients diabétiques ont tendance, juste avant le phtor, c'est-à-dire dans l'heure, dans les 2 heures avant, à ne pas vouloir regarder parfois leur glycémie, de peur de trouver des glycémies un peu basses et de devoir rompre le jeûne, puisque 40% des patients sont résistants à la rupture du jeûne, même quand ils voient du 0,7. Ils se disent, je vais tenir, je reste allongé. Combien de patients on a eu qui étaient déjà à 0,7 1 à 2 heures avant et qui sont à la limite de l'hypo et qui restent allongés à attendre la rupture du jeûne. Donc ça, c'est très important. Il y a une résistance, il y a des moments d'hypo. Donc, c'est ces moments-là où il faut accentuer l'autosurveillance chez les patients, notamment sous sulfamide et insuline. Donc, il faut stratifier le risque du patient. Tous les patients diabétiques ne sont pas les mêmes face au Ramadan. Il faut stratifier ce risque et c'est ça qui est nouveau, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la stratification du risque, c'est l'aspect essentiel qui ressort sur ces recommandations. Et chaque élément de risque doit être évalué. Vous allez voir, il y a un score avec plusieurs paramètres. Chacun est important, que ce soit des choses modifiables ou des choses non modifiables. On va totaliser un score qui va permettre de déterminer le risque global de votre personne pendant le Ramadan. Donc, et voilà ce score, c'est avec ça qu'on travaille maintenant. C'est beaucoup plus précis, ça peut être fait pour tout le monde. Vous pouvez imprimer plusieurs, c'est sur le DAR, hein, sur le site du DAR. Et regardez, rien que je vous donne l'exemple, et on va voir un cas pratique à la fin.
Diabète type 1, c'est 1 point sur le score de risque. Diabète type 2, c'est 0. Donc, il faut savoir que plus le score est élevé, plus on est à risque. Un diabète de plus de 10 ans, c'est-à-dire un diabète ancien, c'est 1 point, 0, etc. Les hypos, regardez, les hypos non ressentis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 5 points d'un coup. D'accord? Les antécédents d'hypo sévères, c'est 4 points d'un coup. Donc, bien sûr, il y a plusieurs paramètres dans ce score. Regardez, l'HbA1c, l'autosurveillance, les complications aiguës chroniques, bien sûr, la grossesse. Quelque chose d'important aussi, regardez, la fonction cognitive altérée. Donc, la fonction cognitive altérée, tout de suite, à 4, on pourra faire des cas pratiques la semaine prochaine sur les patients à fonction cognitive altérée et bien sûr, les nombres d'heures de jeûne, etc. Et chose nouvelle qu'il y a, c'est que dans le traitement du diabète, chaque traitement est scoré et un demi-point est important dans ce score. Donc, ça va nous permettre de donner un score total et d'évaluer le patient sur son score. 0 à 3, on est à faible risque d'hypo, d'hyper, etc. 3,5 à 6, risque modéré et supérieur à 6, risque élevé. Les risques élevés, les rouges, sont à déconseiller de jeûner. Je vais revenir sur ça la semaine prochaine, c'est un autre volet. Les personnes, comment on les déconseille de jeûner, et vous allez voir sur un gros travail qu'on a fait sur essayer de déconseiller le jeûne chez les patients à haut risque. Qu'est-ce qui s'est passé chez ces patients? C'est une étude très intéressante. On a vu le prix marocain il y a 2 ans avec cette étude sur justement les risques élevés. On y reviendra la semaine prochaine quand on va parler des choses un peu plus compliquées, les patients sous insuline, les patients âgés, les patients multiples compliqués qui jeûnent. Donc, si le jeûne est à faible risque, le patient peut jeûner, bien sûr, et le risque modéré, c'est ça qu'on voit beaucoup aussi, c'est les 3,5 points jusqu'à 6 points. Ça veut dire qu'il peut jeûner, mais attention, il y a des risques hypo. C'est là où il doit suivre les recommandations, c'est là où vous devez sortir vraiment la casquette du médecin et lui dire, je vais vous accompagner et je vais vous montrer les adaptations de traitement et il faut conseiller la surveillance glycémique. Donc, justement, la partie orange, jaune, c'est ces personnes où on le redit, beaucoup de ces patients de cette catégorie vont choisir de jeûner de toute façon. C'est une décision personnelle et il faut les accompagner et aussi leur donner les critères d'interruption du jeûne. C'est comme un contrat. D'accord, je vais vous accompagner pour jeûner. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Voilà, on va changer. Voilà l'autosurveillance que vous devrez faire. Comme ça, vous êtes tranquille et je suis tranquille. Mais voilà quand c'est que vous devrez arrêter le jeûne et ne pas prendre de risques inutiles. Donc, il faut essayer de préparer justement les patients au jeûne. C'est un élément clé pour jeûner un jeûne sûr et sans risque, avec énormément de choses, puisqu'on va évaluer notamment l'expérience du ramadan d'avant et on va évaluer toutes choses, traitement, comorbidité, etc. L'idéal, de faire maintenant, on a bien fait de faire cette table ronde au moins un mois avant le ramadan, parce que l'idéal, c'est justement de préparer 1 à 2 mois avant le ramadan, faire tout le bilan, bien sûr, fonction rénale, les complications, etc., HbA1c notamment. Et c'est là où on va parler déjà, nous, c'est-à-dire honnêtement, nous, ça nous a fait 15 jours qu'on a commencé à distribuer les brochures de diabète et ramadan, on a commencé les ajustements de traitement, c'est-à-dire qu'on sait que le patient risque de ne pas revenir d'ici le ramadan. Donc déjà, on lui dit, si je ne te vois pas d'ici le ramadan, si tu ne reviens pas, voilà ce que tu devras faire. Si tu peux venir juste avant, tu viens, etc. Et on parle de la diététique. Pour les patients qui ne devraient pas jeûner, il faut essayer de ne pas utiliser une attitude autoritaire. Ça n'a pas trop marché dans les études, mais même l'attitude persuasive, c'est-à-dire essayer de convaincre, vous verrez la semaine prochaine, je vous laisse un peu de suspense. L'attitude persuasive aussi ne porte pas toujours ses fruits quand on essaye de convaincre par tous les moyens que c'est risqué. Il y a un entêtement des patients. Donc, ce qu'on peut changer dans ces scores, dans ce score de risque, quand on va évaluer le risque, il y a des choses qu'on peut changer et des choses qu'on ne peut pas changer. D'accord? La durée du jeûne, la chaleur, la température, la durée du diabète, le type diabète, etc. Tout ça, c'est des trucs non modifiables dans le score. Ce qui est modifiable, on pourra essayer de voir si on peut le modifier et puis préconiser des surveillances et justement parler de l'activité physique et de la diététique. Alors, parlons justement des antidiabétiques oraux, non insuliniques, en tout cas, on va dire non insuliniques, pas oraux, durant le ramadan, avec la metformine qui ne pose aucun problème en général, puisqu'il n'y a pas de changement de dose, ça n'a pas changé depuis ni 2010, ni 2016, ni actuellement. Non, en 2010, pardon, c'était 1,5 g. On baissait la metformine à 1,5 g. En 2016, c'était 2 grammes par jour et ça n'a pas changé maintenant puisqu'on sait très bien que la dose optimale, c'est 2 grammes par jour. C'est une prise au phtor et une prise au sahur, donc juste après. Deuxième classe, c'est les sulfamines.
très prescrit de par le monde et chez nous au Maroc. Regardez, en rouge, première classe prescrite, la metformine. Deuxième classe, c'est le sulfamide pour leur coût, rapport coût-efficacité. Ça, c'est aux États-Unis, au Royaume-Uni et même chez nous au Maroc. Et puis, en bithérapie, la metformine, sulfamide sont la prescription la plus classique en soins primaires, suivie de plus en plus avec une montée de metformine, glyptine chez le quart des patients, puisque c'est une classe qui s'est vue progresser dans les prescriptions. Chez nous, au Maroc aussi, regardez l'étude IDMPS, la vague 5, dont on avait pu participer en 2016. Aussi, c'est metformine, sulfamide qui sont les classes les plus prescrites, mais 16% à l'époque, plus maintenant encore, hein, ça a monté, 16%, maintenant je crois qu'on est à 20%, donc il y a quand même beaucoup de prescriptions des autres classes, notamment les glyptines chez nous au Maroc. Alors, si on est sous sulfamide, puisque beaucoup de patients sont sous sulfamide, rappelez-vous des recommandations hors Ramadan à l'AESD, il faut choisir les sulfamides de dernière génération pour avoir moins d'hypoglycémie. Dans les recommandations de DAR de 2016, ça n'a pas changé. Les patients sous sulfamide peuvent jeûner, donc devraient jeûner, mais avec précaution. Toutefois, il faudrait toujours essayer de passer à un sulfamide moderne de dernière génération, glyclazide et dimépyride. Deuxième chose qui est sortie dans les études de sulfamide durant le Ramadan, c'est qu'il y a plus d'hypoglycémie avec sulfamide que glyptine. On n'est pas surpris. Donc, toujours, on évalue le risque hypoglycémique avec les critères qu'on a vus tout à l'heure, patients âgés, patients insuffisants rénal, patients, etc., qui ne ressentent pas, et on propose un sulfamide de dernière génération. Donc, généralement, et c'est ce qui a marqué dans les recommandations de 2021, il faut envisager si on peut de le remplacer. On le fait, nous, parfois, pendant le Ramadan, on essaye de remplacer le sulfamide quand le patient peut se permettre pendant un mois, comme ça, on est plus en sécurité. Surtout chez un patient à risque hypo. Peut-être chez un patient qui n'est pas trop à risque hypo, un jeune, etc., à la rigueur. Et il faut essayer de réduire la dose s'il va jeûner, notamment dans les diabètes bien contrôlés. Et ça, c'est très important. C'est là où on voit beaucoup d'hypoglycémie sous sulfamide. C'est les patients qui étaient proches de 7 et qui n'ont pas réduit. Et donc, vous voyez, bon, pour 2 prises par jour, donc nous, généralement, on n'a pas beaucoup de 2 prises par jour, c'est phtor et sphore. Et il faut éviter le glibenclamide et essayer d'aller vers les dernières générations. Donc, pour les glinides, c'est à peu près pareil. Ils peuvent être pourvoyeurs d'hypo quand c'est dans des fortes doses. On va essayer de les répartir selon les repas et selon la consistance et peut-être même de réduire la dose. Sur les glyptines, donc on va en parler un petit peu plus puisque c'est le sujet justement de cette table ronde. Donc les incrétines, je vous apprends rien, ils ont un mécanisme glucodépendant en fonction du bol alimentaire de glucides donc qui a été pris et qui vont permettre de décharger de l'insuline et d'inhiber le glucagon, mais en fonction de la glycémie. Et les glyptines sont aussi efficaces que les sulfamides, donc une bonne efficacité comparée aux sulfamides, un peu plus coûteux, mais on n'a pas d'hypoglycémie, quasiment pas, très peu, contrairement aux sulfamides. La première grande étude qui avait fait beaucoup parler d'elle en 2011, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé l'année dernière, c'est l'étude de El-Sifri et Hall, qui est une étude qui a été menée chez 1021 patients, une des plus grandes études à l'époque, sur l'acétaglyptine comparée aux sulfamides, à tous les sulfamides. Regardez, sitagliptine, il y avait quand même 6% d'hypoglycémie et le double d'hypoglycémie sous tous les sulfamides, avec une différence très significative. Regardez le P en dessous de 0,01. Pour la vildagliptine, en 2013, la première étude de diabète et ramadan a été menée, c'est l'étude Virtu, qui était multinationale, encore plus, c'est la plus large étude qui a été faite, je crois, jusqu'à maintenant, 1315 patients musulmans, donc qui ont essayé de jeûner sous vildagliptine avec metformine ou en monothérapie, comparé au sulfamide. Attention, les critères d'inclusion, c'était une HbA1c en dessous de 8,5%. Ça peut expliquer le taux d'hypoglycémie. Donc, on a vraiment moins d'hypo, moins de 3,5, moins 3 fois moins d'hypoglycémie, 3 fois et demi moins d'hypoglycémie sous vildagliptine comparé au sulfamide. Et sous sulfamide, il y a eu quand même quelques 4% d'hypoglycémie grade 2, donc ça veut dire entre 0,54, d'accord, en dessous de 0,54, mais qui n'est pas avec trouble de conscience. Donc, comparé à tous les sulfamides, on fait beaucoup moins d'hypo. Et bien sûr, dans les sulfamides, c'est le glibenclamide qui remporte, entre guillemets, la mauvaise médaille. Si vous voulez, je ne suis pas en train de le casser, mais pour le ramadan, c'est peut-être pas la meilleure des classes, notamment chez les patients à risque hypo. Alors, plusieurs années après, on s'est intéressé à la même chose, comparer vildagliptine au sulfamide, mais cette fois au Moyen-Orient, avec d'autres pays qui ont participé, notamment le Liban et les Émirats arabes unis. Encore une fois, donc c'est un groupe de patients diabétiques type 2, mais moindre, 584,
comparaison Vilda versus sulfamide. Attention, je tiens à porter votre attention que l'HbA1c est de 7% à la base de l'étude. Donc, on est près de l'objectif, donc ça peut expliquer le taux d'hypoglycémie, mais on réduit de x7 cette fois-ci les événements hypoglycémiants. Donc, vous avez vu, sous sulfamide, c'est un 25%. Donc, une personne sur 4 sous sulfamide va nous faire une hypo au moins en ramadan. Bien sûr, ils sont différents entre eux et c'est le glibenclamide, encore une fois, qui est le plus risqué. Donc, justement, à cause de ces chiffres élevés d'hypoglycémie sous sulfamide, une des études, cette phase, a essayé de comparer à un seul sulfamide, le glyclaside, qui est moins pourvoyeur d'hypoglycémie, puisque c'est de dernière génération, donc il est beaucoup plus sûr pour le ramadan, au lieu de comparer à tout et d'avoir des forts taux. Et on a retrouvé exactement ce qui a été retrouvé au départ en 2011 par El Sifri et Hall en Malaisie, etc. Donc, c'était 3% de Vilda, un peu donc d'hypoglycémie avec Vilda, comparé à 7% avec le glyclaside. Donc, on est déjà quand même plus sûr avec le glyclaside et même le dimépyride. Et on fait du keto double par rapport aux hypoglycémies. Pas de différence en HbA1c, pas de différence sur la sécurité globale. Donc, pour les inhibiteurs DPP4, on ne change pas la dose durant le ramadan. C'est une prise au phtor et une prise au srol. Pour les analogues du GLP-1, au début, quand ils avaient été introduits, il n'y avait pas d'études sur diabète et ramadan, on se posait beaucoup de questions et on s'est rendu compte, évidemment, ils ont un faible risque d'hypoglycémie puisqu'ils ont une action glucodépendante, font partie de la famille des incrétines, une seule fois par jour. Il y a eu beaucoup d'études, je ne vais pas m'attarder dessus, mais il y avait donc l'étude Lira-Ramadan, l'Ixiram, Treat4, etc., qui ont été des études pour démontrer, puisque maintenant on est obligé de démontrer la sécurité d'un produit. C'est pour ça qu'il y a ces recommandations que vous pouvez lire. Elles font 350 pages, mais que vous pouvez regarder. Là, je vous ai fait un concentré un peu aujourd'hui et puis on fera un autre concentré sur un autre volet la semaine prochaine de ces recommandations. Donc, il n'y a pas d'hypoglycémie, pas de changement de dose. Vous allez changer, on conseille de changer la dose d'insuline de sulfamide associée, puisque souvent ils sont associés au GLP-1, mais ça c'est classique. De toute façon, on baisse les doses d'insuline et de sulfamide chez un patient qui va jeûner. Et petit point important, ça n'a pas changé par rapport à 2016. Il ne faut pas l'initier un GLP-1 juste avant le ramadan. Il faut au minimum 1 mois jusqu'à 2 mois même avant le ramadan à cause des effets digestifs, de la période de titration, puisqu'on a besoin de titrer de 0,6 à 1,2, etc., pour ne pas avoir de vomissements, de risque de déshydratation en ramadan. Enfin, les glyphosines, qui sont les dernières classes d'antidiabétiques oraux qui ont beaucoup aussi fait parler d'elles ces dernières années. Pareil, on les initie pas tout de suite, mais au moins 2 semaines à 1 mois, à cause des effets, parce que vous savez, vous avez dû avoir beaucoup de formations sur les glyphosines, ils peuvent un peu déclencher un syndrome polyplégyptique dans les premières semaines, hein, ils peuvent justement entraîner un risque de déshydratation au début, donc on essaie d'éviter l'initiation juste avant. On ne change pas la dose, vous savez, pour ce qu'on a au Maroc, la dapagliflozine et l'AMPA, c'est 1 fois par jour, on les prend justement au phtor. On fait attention à la déshydratation chez les sujets très fragiles, âgés, qui ne boivent pas assez d'eau quand il fait très chaud. Alors, l'autosurveillance, c'est maintenant du patient diabétique en ramadan. Première des choses, c'est là où j'étais arrivée toute l'heure. Première des choses, sur l'autosurveillance qui est conseillée chez le patient, il faut déjà rassurer. Et là, il y a eu des études qui ont été faites sur ça, on peut en parler la semaine prochaine. On a beaucoup de choses dont il faut parler la semaine prochaine. Je mets tout dans le petit sac de la semaine prochaine, mais c'est tellement long et intéressant, le diabète et ramadan. L'autosurveillance, il faut rassurer les patients que les tests de glycémie ne constituent pas une rupture du jeûne. Il y a beaucoup de fausses croyances. Et puis, le niveau de surveillance va dépendre du risque hypoglycémique qui dépend, bien sûr, du traitement. Évidemment, un patient sous sulfamide sous insuline va faire plus d'autosurveillance qu'un patient sous gliptine, sous GLP-1 ou sous glyphosine. Donc, ce qui est recommandé, ça peut aller de 2, 3 jusqu'à 6, 7. Un patient DT1 qui jeûne, par exemple, nous, on fait du 7-8. D'accord? Bon, vous allez tirer les cheveux, mais oui, on accompagne les DT1 parce qu'ils jeûnent. On a eu trop d'admissions, donc maintenant, on les accompagne, tous ceux qui… on leur pose la question et s'ils nous disent oui, je vais jeûner, on l'accompagne. Donc, c'est… voilà, vous voyez les horaires, hein, ça va du matin, milieu de journée et surtout, justement, avant le phtor. Donc, si on est à risque élevé, on va accentuer. Si on a un risque faible, on va justement faire surtout celle du pré-phtor, éventuellement pré-sphore, et conseiller une en mi-journée, bien sûr en cas de symptômes.
Alors, je vais parler un petit peu de diététique en Ramadan, puisqu'on aime tous subitement bien manger et beaucoup manger en Ramadan. C'est valable diabète ou pas diabète. On commence à prendre des repas très copieux au ftour, parfois des repas qui dépassent 1000 calories avec beaucoup de glucides, index glycémique élevé. Et pareil, parfois au sahur, on commence à prendre des glucides transformés, la viennoiserie, le sucre. Ça fait partie des petits plaisirs du Ramadan hein, aussi. On le prend entre le ftour, au ftour, après le ftour, entre le ftour et le sahur, etc. Donc, ça fait partie de l'alimentation du Ramadan. C'est pour ça que je vous ai dit, on a une catégorie de patients où on a plus d'hyperglycémie que d'hypoglycémie en Ramadan. Beaucoup de petits grignotages, de collations, on commence à manger vite. Parfois, beaucoup de gras, hein, subitement tout le monde frit les nems, etc. Et puis des sauts de repas parfois ou des personnes qui ne prennent pas le sahur et qui, pour nous, sont problématiques sur l'hypoglycémie. Donc, les recommandations en matière d'apport calorique n'ont pas changé par rapport à 2016, en 2021. C'est toujours à peu près 1800 à 2200 chez l'homme et 1500 à 2000 calories, donc généralement 1800. Classiquement, c'est 1800 hein, pour l'homme ou pour la femme. Quelque chose d'important, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on a commencé, nous, à se rendre compte qu'on a des patients, que le ramadan faisait beaucoup de bien à des patients diabétiques. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ça, vous aussi, en pratique courante. On a des patients qui s'équilibrent en ramadan, qui perdent des kilos en ramadan, qui mangent, qui font attention pour manger un peu sainement avec des petits écarts de temps en temps, qui commencent à faire un peu de marche, qui font attention à ce qu'ils vont justement grignoter et qui nous baissent les HbA1c en Ramadan, et ça c'est une nouveauté pour nous, on n'a pas encore publié dessus, mais c'est si le Ramadan était bénéfique pour le patient diabétique en contrôlant bien sûr les risques. Donc les répartitions caloriques généralement aussi, puisqu'on se rendu compte que les patients mangent à 80% au repas du ftour et après n'ont plus faim pour manger quelque chose et trop léger au sahur. Donc, on essaye de répartir et de leur dire de manger doucement au ftour, d'accord, de ne pas manger vite parce qu'on a tous tendance à manger un peu vite, on a l'impression que ça va disparaître et justement de répartir en mangeant un peu plus au repas du sahur. Donc, diviser les calories, essayer d'avoir des repas équilibrés. Donc, attention aux protéines. On s'est rendu compte aussi dans les études sur l'évaluation alimentaire en Ramadan que les patients ne mangeaient pas assez de protéines et pas assez de fibres en Ramadan. Les légumes, les fruits, parfois par les jus de fruits, bien sûr, commencent à disparaître ou à diminuer. Il faut inclure des aliments à index glycémique bas et puis beaucoup de fruits, légumes, salades, c'est ce que je disais tout à l'heure, en minimisant tout ce qui est riche en graisses saturées, pâtisseries. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais minimiser, d'accord? Ça veut dire une petite viennoiserie, pas une grande, c'est pas 3, 4, c'est une, d'accord? Ou en tout cas, si on est très déséquilibré, je veux dire, bien sûr. Et évidemment, beaucoup de boissons. On s'est rendu compte, on a commencé à donner des conseils diététiques sur les repas du Ramadan. On a fait même des exemples de ftour, on a fait des éducations diététiques. Bon, on a la chance de disposer d'une cuisine pédagogique donc au service, donc justement pour leur montrer quoi faire et comment faire. Et par exemple, par rapport au fameux jus, puisqu'on s'est rendu compte qu'on boit tous beaucoup de jus au ftour, on a commencé à leur conseiller des jus très pauvres en sucre avec de l'eau pour s'hydrater au repas du ftour, donc accompagné d'eau, prendre des jus de citron, jus de melon, jus de, etc., pastèque, etc., qui sont moins sucrés que certains jus. Donc, sur les recommandations 2021, c'est 40 à 45% de glucides en répartition. Protéines 20 à 30%, que ce soit protéines animales ou végétales. Attention, il n'y a pas assez peut-être parfois de protéines végétales, quoi qu'on prend les fruits secs, donc c'est conseillé justement de les garder. Et puis, bien sûr, diminuer les graisses saturées et privilégier les acides gras mono et polyinsaturés. Essayer de rentrer dans les salades, bien sûr, les avocats, les bonnes sources, les bonnes graisses, les graines, etc., si possible. Mais c'est difficile puisqu'on sait tous, on est tout le temps invité, on reçoit et entre ce qu'on dit, la théorie et la pratique, mais il y a une tendance, vous l'avez peut-être vu aussi, il y a une tendance et nous on l'a remarqué chez certains patients puisqu'on commence à avoir des phtors dîners qui se mettent en place et c'est le moment justement que le patient se rassasie diabétique avec des aliments sains qui seraient intéressants. Donc pour l'activité physique, alors certains diminuent.
l'activité physique où n'en font pas et où certains font que les prières de Tarawih. Et nous, on a eu beaucoup d'hospitalisations en hypoglycémie sévère qu'on ramène de la mosquée avec l'ambulance et tout. On en a eu plusieurs l'année dernière, l'année d'avant, de patients justement qui n'ont pas, qui ont pris leur traitement, par exemple leur famille ophthore, et qui sont partis et qui n'ont pas emmené le sucre, qui n'avaient pas diminué la dose, etc., qui n'ont pas fait de glycémie capillaire avant d'y aller et parfois ça dure. Donc justement, il a été démontré maintenant que les prières du Tarawih obtiennent de meilleures réductions d'HbA1c, c'est considéré comme activité physique. Donc, attention à l'hypoglycémie, attention à la déshydratation. Donc, nous, il y a deux choses que je vous conseille de conseiller vos patients qu'on fait maintenant. On leur dit, vous emmenez avec vous la petite bouteille d'eau et le resucrage dans la poche. Au moindre, voilà, quitte à le prendre au milieu, c'est pas grave. Au bout d'une demi-heure, vous le prenez. Alors, il faut éviter aussi les exercices physiques excessifs. Je ne sais pas, c'est classique en Ramadan, vous le savez tous, subitement, tout le monde veut devenir très sportif. Surtout les dernières heures de jeûne, qui sont les heures, vous avez vu, les heures, on reviendra dessus, nous on a même mis des capteurs glycémiques chez les patients diabétiques en Ramadan, des haltères glycémiques pour voir qu'est-ce qui se passe, et je ne pouvais même pas imaginer la chute qu'il y a en fin de journée, et c'est classique. Donc, il faut garder une activité physique minimale, planifier l'activité physique, d'accord? Si on veut faire, ce n'est pas la peine de faire quelque chose de trop intense, notamment si on est sous sulfamide ou insuline, d'accord? Il ne faut pas trop modifier. Donc, la modification de l'activité physique, il faut essayer de maintenir la même ou d'en faire avec sécurité, notamment, si possible, après la rupture du jeûne, c'est très difficile de le faire, et justement de faire attention aux prières du Tarawih. Donc, la surveillance glycémique est très importante si on va faire l'activité physique et l'hydratation. Attention aux sujets âgés, je pointe le doigt sur cette classe, d'accord, aux femmes enceintes, les femmes enceintes diabétiques, elles jeûnent aussi. Attention, on en parlera la semaine prochaine. Donc, justement, ce circuit du patient, pour finir, il faut justement stratifier le risque avec ce qu'on a vu là, le score, parler donc de l'autosurveillance, parler des traitements avec le patient. Donc, c'est l'évaluation pré-Ramadan, faire l'HbA1c, le bilan rénal, etc., regarder les antécédents et parler au patient, lui expliquer, vous êtes à faible risque, vous êtes à risque modéré, vous êtes à très haut risque, essayez de le convaincre. Si jamais il est à risque modéré ou à risque élevé, c'est là où vous allez l'accompagner. C'est ça l'objectif de cette présentation, et de lui dire, voilà ce qu'on va faire ensemble, voilà le contrat, vous arrêterez le jeûne si c'est ça, vous me ferez 2 glycémies par jour, vous me les envoyez à une semaine, c'est très important le contrôle à une semaine, s'il y a un souci, si vous voyez des baisses ou des élévations. Alors, quelque chose qui devient un peu tendance actuellement maintenant, on en parlera la prochaine fois, je remets dans le panier de la semaine prochaine, c'est le post-Ramadan. Justement, il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur le post-Ramadan, qu'est-ce qui se passe après. Donc, la consultation, c'est 6 à 8 semaines avant, avec tout ce que j'ai dit, stratifier, éduquer, comme on peut, donner des brochures. Je pense que les délégués, les représentants vont commencer déjà, en tout cas s'ils n'ont pas fait, je vous conseille de les solliciter, de mettre les petites piles de brochures qu'il y a sur l'éducation du patient en Ramadan. Et bien sûr, de parler avec le patient, il faut ouvrir le dialogue. On s'est rendu compte que si nous, on n'ouvre pas le dialogue, le patient ne va peut-être pas parler et ne va pas venir vous voir avant et il va jeûner. Et après, quand vous le verrez, il vous dira bien sûr, j'ai jeûné en Ramadan. Je vais finir avec un seul cas clinique que j'ai en fait, je vais diviser en deux. Rien que pour reparler de ça, on en fera plus peut-être la semaine prochaine. Donc, c'est un patient âgé de 72 ans, diabétique type 2 depuis 12 ans, sous sulfamide. Donc, il prend du glibenclamide, 2,5 x 2 par jour et de la metformine. Il fait généralement 2 épisodes d'hypoglycémie par mois. Donc, il vous dit que c'est des hypoglycémies qu'il ressent, qui sont légères. Il ne fait pas d'autosurveillance. Il a une HbA1c à 9,3. Il n'a pas de complications, en tout cas pas avancées, pas de maladie rénale chronique, pas de cardiopathie ischémique, qui sont, on va dire, les complications peut-être les plus graves pour le jeûne. Et il vous demande s'il peut jeûner. Il se concerte avec vous, il veut jeûner et il vous demande votre avis. Donc, évidemment, vous voyez déjà les petits mots-clés, les pistes sur les choses qui vont rentrer dans le tableau du score de risque. Tout de suite, vous conseille d'imprimer ce score de risque et de l'avoir. Il est DT2, donc c'est 0. Il a un diabète de 12 ans, donc c'est 1 point. Il fait les hypos, mais il n'en fait pas tellement. Il en fait 2 par mois, donc on va dire moins d'1 fois par semaine. Donc, c'est quand même 1 point, on est à 2 points. Il a une HbA1c au-dessus de 9.
c'est 2 points d'un coup hein, quand on est déséquilibré, donc on est à 4. Il ne fait pas d'autosurveillance, or chez le sujet âgé sous glibenclamide, elle est prescrite, donc tout de suite on monte à 6 points, d'accord. Il n'a pas de maladie rénale, DFG normal, pas de maladie cardiovasculaire, ça c'est bon. Il a plus de 70 ans, donc on monte à ces sujets âgés, donc 7 points. Le jeûne, on est dans un pays où on jeûne moins de 16 heures, heureusement, en tout cas maintenant, donc c'est 0. Et dans le traitement, regardez, il est sous glibenclamide, donc c'est 1 point, donc on est arrivé à 8. Donc, il est à risque élevé tout de suite. Un sujet âgé qui fait 2 hippos par mois, qui est sous glibenclamide, il est un patient à risque élevé d'hypoglycémie. C'est lui qui risque de retrouver aux urgences notamment. Donc, justement, pour ces patients-là, il faudrait essayer de conseiller de ne pas jeûner de la manière la plus persuasive. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai repris ce cas clinique, j'ai modifié quelque chose pour justement voir les choses modifiables du non modifiable. J'ai changé l'âge, 60 ans. Il a un diabète depuis 8 ans, donc on n'est plus devant le diabète ancien. Il est toujours sous sulfamide, glibenclamide et metformine. Il a toujours 2 hippos par mois. Il ne fait pas d'autosurveillance. Je lui ai baissé, quelle chance, un peu l'HbA1c à 8,5. Et pareil, il demande s'il peut jeûner. Ça change maintenant. DT2, tout de suite, diabète moins de 10 ans, ça devient 0. L'hypo, c'est toujours 1 point. Donc là, on n'est qu'à 1. Le taux d'HbA1c, plus il baisse, plus tu baisses le score. Donc on a 1 point. C'est ce qu'on vous dit, nous, on conseille parfois aux patients. Dès le mois de novembre, décembre, on dit il faut qu'on vous équilibre avant le ramadan. Et ça les motive, c'est un degré de motivation. L'autosurveillance prescrite mais non effectuée, donc on est à 4 points, pas de maladie rénale. Mais cette fois, on a changé l'âge, donc il n'a plus de 70 ans, et bon, il a une bonne fonction cognitive, et donc il est à 0, d'accord. Donc maintenant, on peut se dire qu'on est à 4 points, 5 points, et il y a toujours du glibenclamide, d'accord, qui est là. Donc on peut se dire que ce patient, il est rentré du risque élevé au risque modéré. Ça veut dire qu'il demande s'il peut jeûner. On ne va pas lui dire non, c'est interdit. On va lui dire oui, mais il y a beaucoup de risques. Il est préférable que tu ne jeûnes pas, d'accord. Mais si tu veux jeûner, vous pouvez jeûner, mais on va vous accompagner. Donc, il va falloir appliquer les recommandations et faire une autosurveillance et faire le contrat sur quand c'est qu'il devra arrêter le jeûne. Donc, selon les recommandations, si on peut changer, s'il peut se permettre, l'idéal, c'est de le changer par gliptine. Chez un patient comme ça, âgé 62 ans, s'il peut se permettre, moi, je l'aurais mis sous metformine gliptine pendant le mois de Ramadan, tout le monde est tranquille. Avec une autosurveillance éventuellement 2 fois par jour, ça va permettre de baisser le risque du jeûne. Et s'il n'a pas les moyens, on va changer le glibenclamide par des sulfamides de dernière génération, toujours avec l'autosurveillance. Donc, en conclusion, beaucoup de patients musulmans diabétiques ont malgré tout le désir de jeûner pendant le mois de Ramadan alors qu'ils savent qu'ils pourraient ne pas jeûner. Ils se concertent très peu avec le médecin traitant. C'est à vous d'ouvrir le dialogue. Je vous sollicite d'ouvrir le dialogue. Identifiez le risque du jeûne avec le nouveau score. Essayez comme vous pouvez, avec votre attitude persuasive, de convaincre le patient si le risque est élevé. Faites très attention aux diabétiques âgés et anciens. Nous, on a 2 grandes catégories de complications, on verra. C'est les diabétiques âgés anciens et les jeunes. Les jeunes DT1 qui jeûnent beaucoup qui jeûnent. Les patients sous metformine ne changent pas les doses. Les patients sous sulfamide, il faut essayer de les switcher vers une gliptine dès qu'il y a un risque hypo. Ou s'il est sous sulfamide, il faut réduire la dose, notamment chez ceux qui sont près de 7. Les patients sous glinide, vous faites une répartition des doses. Essayez de faire un contrat pour le ramadan, essayer de parler d'éducation diététique, de conseiller l'autosurveillance en fonction de 3 jusqu'à 5 fois, voire 7 fois, nous parfois, et d'ajuster les traitements. Et bien sûr, parler de diététique, il y a beaucoup de brochures, il y a même une application, etc. On en parlera, des repas équilibrés et conseiller même des phtor dîners, souvent, puisque ça permet de rassasier le patient sans faire des flambées de glycémie et d'insulino-résistance. Et je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour vous souhaiter à tous un bon Ramadan et je m'excuse pour le contretemps tout à l'heure, je ne sais pas, de connexion ou de temps de délai, etc. Merci et j'attends vos questions avec impatience. Merci beaucoup, Ousteda. Merci. Et, à notre tour, on vous remercie pour l'effort que vous avez fait doublement aujourd'hui. Il y a eu ce problème de connexion, mais alhamdoulilah, on s'est rattrapé et ça s'est bien passé. Donc, Ousteda, je pense qu'on va passer à la session de questions.
Et avant de lire les questions, j'en ai une ou deux. Oui, Parlant de la metformine à libération prolongée que nous avons prolongé. actuellement au Maroc, d'abord, j'ai en fait deux questions. Il est préconisé, le message du labo, c'est un peu confus. Est-ce que c'est une seule prise par jour ou on peut aller, par exemple, quand on a 2 grammes de metformine, comment on va procéder? Et pendant le ramadan, comment on va faire pour la metformine à libération prolongée? Alors, pour la libération prolongée, généralement, c'est ce qui est dans les recommandations, je l'ai pas mis, mais ils en parlent, c'est à prendre une fois par jour au repas du ftor, juste après le repas du ftor. Maintenant, ce qui est au Maroc, je pense, c'est pas la véritable XR de 24 heures. D'accord. C'est pas la véritable, c'est pas celle qui dure 24 heures. Donc, on va rester peut-être pour nous, parce que dans les recommandations, ils parlent de la véritable XR 24 heures libération prolongée. Donc, pour nous, je pense que ça va rester sur 2 fois par jour, c'est-à-dire Ftor et Sfor. Pour l'espoir. D'accord. OK. Pour la surveillance, quels sont les points les plus importants durant le Je n'entends pas bien, je n'entends pas pour la bien le micro. surveillance glycémique? Pour un patient à moyen risque et qui décide de jeûner sous bithérapie ou Oui, oui, les points, les 5 points importants de important. Alors, les 5 points importants qu'on essaye de faire, c'est déjà celui le plus important, c'est avant le ftor. Ça, c'est le plus important. Même s'il peut le faire même 2 fois, 2 heures avant et 1 heure avant, ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire, les 2 heures avant le ftor sont la période cruciale. Alors, on aime bien faire aussi un au réveil. Pourquoi? Parce que parfois, ils prennent des traitements la nuit, c'est-à-dire un sulfamide ou voilà, au ftor et tout. Donc, il peut avoir l'action au petit matin. Donc, déjà, au réveil, très important. En milieu de journée, c'est pas le plus important, c'est une petite sécurité pour le malade pour voir sa tendance. Avant le phtor et ceux qui viennent après le phtor, pour nous c'est un autre rôle, c'est pédagogique pour l'hyperglycémie postprandiale. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, oui, le oui, micro. C'est l'hyperglycémie postprandiale parce qu'on s'est rendu compte que les patients, quand ils voient les glycémies 2 heures après, un phtor gras, sucré et tout, et qu'ils voient du 2,5 ou du 3, ça les serre un peu, ils se disent, bon, bah, demain, je vais un peu diminuer. Donc, nous, elle attend cette glycémie qu'on fait après, c'est pas trop pour l'hypo, c'est plus pour l'hyper. Donc, les points clés, je dirais que ce serait à jeun, avant le phtor, après le dîner pour une autre question, et éventuellement avant le soir pour les malades qui vont prendre quelque chose comme une glinide ou quelque chose comme ça au soir. Quelqu'un qui prend une glyptine ou qui ne prend pas de sulfamide, il n'a pas vraiment besoin entre nous. d'accord. Professeur, s'il vous plaît, si vous pouvez nous résumer quelles sont les causes, quand est-ce qu'il faut arrêter le jeûne pour un patient diabétique qui fait le jeûne, quand est-ce qu'il doit arrêter le jeûne? Arrêtez le jeûne. D'accord. Alors, ce qui est mis dans les recommandations, c'est au-dessus de 3 grammes. Je parle de l'hyper déjà, après je vais parler de l'hypo. Au-dessus de 3 grammes, il faut arrêter le jeûne. À nous, personnellement, quand il arrive déjà à 2,5, bon, on n'est pas très, on n'est pas très content, mais bon, les patients, ils continuent à jeûner. Ça n'arrête pour être comme ça entre la réalité et voilà. Donc, c'est 3 grammes, il faut arrêter le jeûne. Pour l'hypoglycémie, ce qui a marqué, c'est 0,7. Il faut arrêter le jeûne à 0,7 parce que c'est l'hypo. Mais déjà à 0,8, 0,9, il faut regarder 1 heure après. Il faut regarder. Et si la tendance descend vers 0,7, il faut arrêter le jeûne. Donc, nous, les patients qui. Au courant de la journée, quelqu'un qui est à 0,8. En début de la journée, en À fin quel que soit, même si c'est le matin, il est à 0,8, c'est un peu bas pour une journée, surtout s'il est sous sulfamide et insuline. À la rigueur, s'il est à 0,8 et qu'il est sous glyptine, il a un très faible risque. Mais on conseille toujours de revérifier 1 heure après pour voir s'il n'est pas dans une tendance de baisse. Mais bien sûr, on se méfie plus des 0,8 en fin d'après-midi, qui sont les chutes, comme je vous ai dit, les 2 heures là, de chute, qui surtout pour les patients qui sont sous sulfamide à longue durée d'action, c'est la période parfois où on a les hypos. Ils sont à jeun total et ils baissent. C'est valable pour l'insuline aussi, donc on en parlera la semaine prochaine. Sous les patients sous insuline, ça complique la donne pour la fin d'après-midi. Et en cas de sensation anormale, pardon, j'ai oublié docteur Schaffer, oui. Aussi, en cas de malaise, on leur dit, ça y est, s'ils ne se sentent pas bien, il vaut mieux arrêter le jeûne parce qu'il y a des patients aussi qui ne sont ni en hypo ni en hyper diabétique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, qui te disent, je n'ai pas supporté le jeûne, j'étais fatiguée, j'étais déshydratée, j'avais des vertiges.
Donc, en cas de sensation anormale, de malaise, il vaut mieux conseiller de ne pas jeûner. D'accord. Je vais commencer à lire les questions. La première question, un peu vague. Prédiabète et ramadan. Ben, c'est à peu près les mêmes. Prédiabète, il n'est pas sous traitement. Donc, il n'y a pas d'adaptation thérapeutique, puisqu'au Maroc, on n'a aucune AMM pour la metformine. Et donc, le prédiabétique, c'est de la diététique et de l'activité physique. C'est que les règles diététiques. Ça veut dire qu'il a un prédiabète. Ça ne veut pas dire qu'il va déclencher un diabète. Il peut jeûner. D'accord? Il peut jeûner puisqu'il n'est pas sous traitement. Donc, il est en vert. Il est en risque vert. Mais bien sûr, qui dit prédiabète, c'est le moment de profiter de l'occasion pour l'éduquer un petit peu. Je pense que la caméra s'est arrêtée. Je ne sais pas. Oui, professeur, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Et la caméra, je ne sais pas, elle est partie. Un coup, c'est la caméra, un coup, c'est le micro. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais la remettre. Allez-y. Voilà. C'est bon. C'est bon. Le diabète de type 1 est classé à faible risque avec 1 point au score, alors que dans la classification américaine, le type 1 est classé au high risk. Non, alors le type 1, on va en parler la semaine prochaine parce que le type 1, c'est un autre volet. Parce que même dans le type 1, il y a type 1 et type 1. Il y a beaucoup de catégories de type 1 pour le diabète et ramadan. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas les recommandations dont j'ai le tableau de score, c'est le tableau de score du DAR. D'accord? C'est celui du score du DAR où le diabète type 1 est classé 1 point. Il gagne 1 point parce qu'il est plus à risque que le diabète type 2. Tout simplement, ils ont essayé de simplifier. Et la semaine prochaine, quand on va rentrer dans le DT1 plus en détail, même si on espère que les diabétiques type 1, si on espère, on ne voudrait pas trop qu'ils jeûnent quand c'est compliqué, mais on est obligé d'en parler parce qu'ils jeûnent. Bonsoir. On sait qu'il y a des risques d'hypoglycémie avec metformine, mais vu la déshydratation au cours du ramadan, chez ces patients sous metformine, est-ce qu'il y a des risques? Écoutez, personnellement, nous, on n'a pas vu d'hypoglycémie classique. Je vais ressortir les données des études qu'on a vues sur les traitements sur les hypos, diabète et ramadan. Maintenant, la déshydratation, un patient qui est déjà sous metformine depuis longtemps, il a un niveau d'hydratation normal. Si sa créatinine est normale, il est normal. En ramadan, il faut surtout conseiller de boire beaucoup d'eau entre le phtor et le sahur, et aussi, un point que je n'ai pas trop détaillé, dans le repas du sahur, de ne pas prendre de choses trop sucrées ou trop salées qui pourraient déshydrater dans la journée quand on prend la metformine avec au sahur. Donc, on essaie de leur dire de manger le plus sainement possible au sahur, un bout de, je sais pas, de fromage blanc, un peu de pain complet, un yaourt, un fruit, donc un truc un peu équilibré, un œuf dur, quelque chose comme ça, mais pas trop de sucré, qui peut donner soif la journée et qui peut déshydrater le patient, surtout s'il fait chaud. Pour les sulfamides de dernière génération, est-ce que s'il y a un risque d'hypoglycémie minime, une adaptation posologique n'est pas souhaitable? Si, j'ai pas compris ça dire, il faut adapter, c'est ce la personne veut dire? Oui. Et oui, du moment qu'on est sous sulfamide, il y a un risque hypo. C'est vrai qu'avec les dernières générations, il y a beaucoup moins de risques hypo. Donc, il y a eu l'étude Dia-Ramadan l'année dernière, Dia-Ramadan, qui a montré que sous glyclaside, on pouvait jeûner en toute sécurité. La problématique se pose chez les patients qui sont trop équilibrés, qui sont proches de 7. Un patient qui va jeûner sous sulfamide et qui a 9, il a quasiment très peu de risques hypo. C'est-à-dire même la baisse de la posologie peut se discuter. D'accord? Nous, classiquement, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit de baisser, ne serait-ce que les 3 premiers jours, et on voit ce que ça donne. Si le patient est trop déséquilibré, on lui dit tu reviens à ta dose antérieure. Mais par contre, tout patient qui est près de 7, et j'insiste dessus parce que je l'ai dit, et c'est sorti dans les recommandations et on le voit dans nos pratiques courantes, et les hyposulfamides, elles sont graves. Chez le sujet âgé, elles sont graves, c'est de la réanimation. Donc, on réduit. Même les dernières générations ont réduit. D'accord. Malade exposé aux accidents de thrombose. Oui, bon, alors la thrombose, c'est un risque. C'est un risque. On en a
pas vu beaucoup dans les diabètes, dans les complications aiguës, ou ce sont des patients déjà avec des maladies cardiovasculaires surajoutées. Donc là, on rentre dans le volet macro-angiopathie, etc. Donc ça, on en parlera la semaine prochaine, tout ce qui est macro. Et ou c'est la déshydratation, donc des patients trop déshydratés, âgés, dans des zones chaudes, parce que vous savez, il y a eu des zones où ils ont jeûné 18 heures, 19 heures. Il y a eu des périodes, il y a 2-3 ans, où c'était 19 heures de jeûne. Donc s'il fait très très chaud, un sujet âgé, il peut vraiment se déshydrater et là avoir un risque de thrombus s'il y a déjà un état prothrombotique. Mais pour tout ce qui est macro-angiopathie, donc on le verra la semaine prochaine, il n'y a pas beaucoup de risques chez le patient parce qu'il est déjà sous prévention, normalement. Je pense que vous l'avez abordé, professeur, Oui. dans votre exposé concernant les glyphosines, avec le risque de déshydratation et le ramadan des patients sous glyphosine. Ce n'est pas une contradiction. Non. Alors c'est pas. Alors en fait, j'étais partie au congrès du DAR justement l'année dernière, juste avant le Covid, et à ce congrès-là, on a beaucoup parlé des glyphosines parce que les glyphosines étaient une classe nouvelle et qu'elles n'avaient pas depuis 3 ou 4 ans, on n'avait pas de preuves pour le ramadan. Tout le monde doutait à cause du risque de déshydratation, mais ça déshydrate, etc. Donc il y a eu plusieurs études qui sont sorties sur la DAPA, sur l'empagliflozine menées en ramadan, en voyant la fonction rénale, le DFG, l'état d'hydratation des patients. Et finalement, il n'y a pas eu de changement, d'accord? Parce que les patients sont sous glyphosine déjà bien avant. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas démarrer genre dans les semaines ou 2 semaines, sont bien avant. Donc, c'est-à-dire l'apport est égal. Ça y est, le traitement fait son effet, contrairement au début où on hyperglycémie et ça élimine et si tu ne compenses pas. Donc, les patients qui viennent de démarrer une glyphosine juste avant et qui sont âgés, qui ne vont pas compenser par les boissons, le syndrome polypolydypsique qu'on a au début, peut-être que ce serait ceux-là qui seraient à risque de déshydratation. D'ailleurs, je l'ai dit. J'ai dit attention au sujet âgé s'il fait très chaud, et qui est le sujet âgé parce que le centre de la soif n'est pas très, vous savez, pas très développé. Et par contre, les autres personnes, non, on n'a pas eu de déshydratation en ramadan pour ceux qui ont démarré les glyphosines plus d'un mois avant. Mais de toute façon, il faut toujours conseiller la bonne hydratation la nuit. Je pense pour un patient diabétique, ça aide pour l'hyper, les repas, et ça aide pour l'hydratation de la journée. S'il vous plaît, je pense que vous l'avez déjà dit, mais je pose comme la question. S'il vous plaît, comment on fait avec le glyclaside? On donne Oftor ou quoi? Non, c'est Oftor. C'est-à-dire pour les patients qui prennent une fois par jour le glyclaside, et classiquement, on le prend le matin à jeun, juste avant le petit déjeuner, il passe au Oftor. Donc, juste avant, c'est-à-dire à la rupture du jeûne, il va faire et tout, et il va prendre sa petite date, il va prendre son traitement en même temps qu'il mange ou au milieu de son phtor à la rigueur. C'est pas catastrophique s'il le prend au milieu. Pour ceux qui prennent 2 fois par jour, c'est un peu plus rare, mais bon, il y en a qui prennent 2 fois par jour. La dose du matin passe au phtor et la dose du dîner passe au sahur, mais en réduisant généralement de moitié. Parce que prendre un sulfamide à 4 heures du matin et se réveiller, voilà, il y a trop de risques. On est d'accord. On est d'accord. Est-ce qu'il y a un risque de cétose avec le ramadan? Oui, il y a un risque de cétose et même d'acidocétose. Il y a un risque de cétose. Vous savez, il y a un risque de cétose parce que les malades, surtout sous insuline. Le risque, c'est pour ça que la semaine prochaine, on va parler d'un autre volet, c'est les patients qui jeûnent sous insuline sans adaptation de traitement. Je vous jure la moitié des patients, presque, ils arrêtent l'injection ou ils diminuent de plus de 50% parce qu'ils veulent jeûner ou ils commencent à sauter un DT1 et voilà la cétose et l'acidocétose qui se met en place parce qu'en plus, il y a la déshydratation. Donc, il y a un risque de cétose chez les patients qui ont diminué leur insuline, chez les DT1, généralement, c'est chez ceux-là. Pour les patients qui sont sous trithérapie, metformine, gliptine et sulfamide. Alors, oui, pour eux, alors la metformine, gliptine, on les garde. Phtor, bien sûr, phtor et sahur, c'est toujours comme les gliptines en général. Le sulfamide, généralement, on le baisse pour les patients qui sont près de 7. Il vaut mieux le baisser. Nous, en tout cas, on joue toujours la sécurité les 4 premiers jours. On dit tu baisses parce qu'on ne sait jamais. Si tu commences à avoir des hyper trop élevés, tu reviens à ta dose et sinon, tu restes comme ça. Là, on a 1 mois. On se dit parfois 1 mois, 4 semaines, vaut mieux qu'une hospitalisation en réanimation ou en classique.
un mois un petit peu plus haut que la normale, c'est-à-dire on va pas avoir du 3, mais un mois de un 8, 2, c'est pas parfait. Parfois, chez certains qui sont à risque hypo, on se place en objectif de sécurité. C'est comme si on changeait l'objectif glycémique parfois rien que pour le mois de Ramadan. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour, Ousseda. En tout cas, avec plaisir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Désolé pour l'incident. Non, c'est pas grave du tout. La présentation 2 fois, mais c'est pas grave. La prochaine fois, vous avez raison, je laisse mon téléphone face à moi. Merci à l'assistance qui sont Merci à restés, vous. qui n'ont pas quitté. Oui, exactement. Merci à eux aussi d'être restés. Merci beaucoup à eux. Merci au laboratoire Novartis de nous avoir soutenus et d'avoir sponsorisé cette session. Donc, merci beaucoup, Ousseda. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci.